Que se passe-t-il réellement au Niger? Il y a ce que l'on voit et ce qui doit être lu entre les lignes. Et aujourd'hui, j'invite un stratège très fin à partager avec nous son analyse et sa lecture des événements au Niger. Et croyez-moi, vous allez être très surpris de beaucoup d'analyses. Est-ce qu'on doit être fier? Est-ce qu'on doit soutenir le général Tiani qui a pris le pouvoir? Est-ce que c'est quelqu'un qui va incarner le changement quand on sait qu'il travaillait déjà lui-même avec le président Bazoum? Qu'est-ce qui l'a incité à faire ce coup d'État? Qui est derrière lui? C'est vraiment une interview dans laquelle nous allons apprendre énormément de choses, du moins avoir des positions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur tout ce qui concerne cette crise. Quelle est la réelle position des États-Unis? On parle beaucoup de la France, mais rappelez-vous qu'il y a au Niger plus de 1 000 soldats américains. Et depuis peu, les États-Unis commencent à entreprendre des démarches. Ils ne sont pas du tout dans la même logique que la CEDEAO sur certains points, pas du tout dans la même logique que la France par rapport à ce qu'il y a de l'intervention militaire. Les Américains ont un discours très différent. Et vous savez que quand les Américains sont quelque part, il faut bien regarder ce qu'ils font. Et aujourd'hui, nous allons aussi en parler de la position américaine. Qu'est-ce qu'on peut déduire de leurs agissements? Qu'est-ce qu'ils disent de ce conflit? Vous allez vous rendre compte que même dans les mots qu'ils utilisent, ils n'utilisent pas le même jargon pour parler des militaires qui sont au pouvoir par rapport à ce que l'on peut trouver ailleurs. En tout cas, c'est une interview dans laquelle on va aborder des sujets qu'on n'a pas du tout vus jusqu'à présent, ou du moins dans certains angles d'analyse et qui vont être très certainement très édifiés. Puis on va parler de la France, la position de la France, comment l'analyser, comment la comprendre. Qu'est-ce qui justifie que la France semble faire autant de faux pas sur ce sujet-là? Elle est très rigoureuse, très dure sur certains aspects. Et qu'est-ce qui fait qu'au final, tout ceci contribue davantage à créer un divorce et une séparation avec les populations africaines? Bref, je vous invite à écouter tout ceci jusqu'à la fin. Ça va être super passionnant. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Investir au pays. Ici, on parle de business, de développement du continent africain. Et donc, je vous invite à vous abonner et à partager massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui veulent contribuer de manière beaucoup plus active à ce que les choses se développent sur le continent, j'organise à Paris le 30 septembre et le 1er octobre un forum destiné au retour en Afrique pour faire du business qui s'appelle Back to Africa. Si vous n'avez pas encore pris vos places, allez le faire maintenant parce que vous avez une grosse promo de 45% sur les tickets, mais qui va expirer dans quelques heures. Donc, allez-y dès à présent. Et puis surtout, pour ceux d'entre vous qui vont prendre leur place aujourd'hui, je vous donne une formation sur le financement. Comment faire pour obtenir des financements en Afrique? Et en bonus, je vous donne des contacts de banquiers qui vont vous aider à obtenir vos financements sur le continent. Bref, je ne vous en dis pas plus. Allons rejoindre Patrick. Bonjour Patrick Meko. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de venir sur mon émission une fois de plus pour parler de géopolitique. D'autant plus qu'il y a beaucoup de sujets en ce moment qui sont dans ta sphère de compétences. Peut-être rapidement te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Écoutez, Patrick Mbeko, je suis congolais d'origine, je vis au Canada, je suis universitaire et spécialiste des questions africaines, mais beaucoup plus sur la région des Grands Lacs africains, donc en Afrique centrale. Et je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Mon dernier livre portant sur la guerre d'OTAN en Libye. Toi qui as écrit sur la Libye, qui a fait beaucoup de recherches, tu as écrit un livre impressionnant que j'ai commencé à lire d'ailleurs, très intéressant, que je recommande Merci. pour ceux et celles qui veulent bien comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans cette zone-là. On dit que l'histoire intellectuelle a tendance à se reproduire, surtout quand on n'en tire pas les leçons. On va forcément parler aujourd'hui de la situation au Niger et des potentiels risques d'escalade, parce que c'est clairement un des schémas possibles aujourd'hui sur la table. Première question, Patrick. Pour toi, est-ce que le coup d'État au Niger était prévisible? Est-ce que tu as vu venir ça? Non, pas du tout. Celui qui va dire que ce coup d'État était prévisible, bon, je ne sais pas, hein, parce que en tout cas, les éléments que j'ai, moi, me permettent de dire que ce coup d'État n'était pas du tout prévisible, d'autant plus qu'on parle quand même, en fait, d'une affaire, c'est un coup de palais, en fait. C'est entre des gens euh, qui appartiennent au même système de pouvoir. Ce sont des querelles internes qui ont mené à ce coup d'État. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait anticiper, comme on en a vu, par exemple, au Mali ou au Burkina, où il y avait des tensions, où il y avait des tensions non seulement au niveau de la population, Dans mais la aussi rue? Oui. dans la rue, au niveau de l'armée. C'est pas ce qu'on a vu au Niger, où le patron de la garde présidentielle, donc quelqu'un qui appartient à la structure de pouvoir, qui décide de faire un putsch pour des raisons qui lui sont propres en réalité.
Est-ce qu'on connaît ces raisons aujourd'hui? On a entendu beaucoup de choses. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une revendication d'augmentation salariale? Est-ce que c'est parce que il était sur le point d'être mis à la retraite? Enfin, on a entendu plusieurs éléments comme ça, Oui, justifiant tout ça. mais vous savez, d'abord, les putschistes disent, en tout cas, le général Tchadi a dit très clairement qu'ils ont fait le coup d'État parce qu'il y a en raison de la question sécuritaire, à cause du problème sécuritaire. Mais si on Oui, parle de problème sécuritaire, le premier responsable de la sécurité du pays, c'est l'armée. Donc, ce sont ses collègues, en fait, à qui on doit reprocher des choses, même si des décisions se prennent sur le plan politique. Mais quand on examine de très près, on se rend compte qu'il y avait quand même des tensions au niveau interne. Lui, le général Tchadi, on allait le mettre à côté. Et donc, selon toute vraisemblance, c'est vraiment une affaire personnelle, en tout cas une affaire qui concerne des gens dans la structure de pouvoir et notamment au niveau de l'armée, de la garde présidentielle. Je ne vois pas une affaire qui concernerait toute l'armée nigérienne. Je vois beaucoup plus l'affaire d'une personne et des gens qui l'entourent, en fait, et le président de la République qui était là, donc M. Bazoum. Mais de toute façon, vous allez observer une chose hein, pour voir que ce n'est pas vraiment une affaire de toute l'armée nigérienne, c'est qu'au tout début, quand il y a eu le coup d'État, oui, l'armée était distante. tout à Il y fait. a eu des discussions. Par la suite, l'armée a décidé de se ranger aux côtés des putschistes pour éviter un bain de son pays. C'est ça la réalité. Donc, tous ces éléments me permettent de dire aujourd'hui que la vraie question, en fait, le problème de fond, c'est une affaire personnelle du général Tchani qui a décidé de régler des comptes au président Bazoum pour des problèmes qui lui sont propres en réalité. Mais justement, on va tout de suite aborder une question qui n'est abordée quasiment nulle part dans les médias en ce moment quand on parle de cette crise. Quand on a ce contexte-là, est-ce qu'il est sérieux d'espérer obtenir un radical changement de la part du général Tiani? C'est un homme du système. C'est un homme du système, mais le changement peut venir si, en fait, pas le système, mais les forces extérieures essaient d'imposer leur desiderata au Niger. Et c'est ce qu'on est en train d'observer depuis un moment, c'est qu'il y a un coup d'État intérieur qui est lié d'abord au général Tchani, au pouvoir civil qui est en place, et par la suite, les ingérences étrangères, y compris celle de la CDAO, a poussé le général et ses proches à se radicaliser. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui même, au moment où nous faisons l'émission, nous apprenons qu'ils ont refusé de recevoir la délégation de la CDAO qui voulait se rendre au Niger pour continuer les discussions. Donc, il y a des risques de radicalisation. On commence déjà à l'observer de toute façon. Mais du coup, est-ce que tout ça va bénéficier au peuple du Niger? Pas du tout. Mais je vais être honnête avec vous, Philippe. Cette affaire, moi, m'embarrasse un peu. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez un président qui a été élu démocratiquement, qu'on ne le veuille pas, qu'on ne l'aime pas, le président Bazoum. De l'autre, c'est quelqu'un qui s'est allié aux forces étrangères, donnant l'impression à une partie de la population nigérienne et africaine qu'il travaille pour des intérêts autres que pour les intérêts de son pays et du continent africain. Et en troisième lieu, vous avez un général qui appartient au système, qui décide de faire un coup d'État au nom de la préservation de la sécurité du pays, mais lui-même appartient au système de pouvoir en place. Donc, quand on regarde tout ça, on se pose la question de savoir où se situe la population nigérienne. Et ça devient très compliqué parce que de toute façon, les sanctions de la CDAO vont faire très mal à la population d'abord, pas aux gens qui sont au pouvoir. C'est d'abord la population qui va en souffrir. Et ça commence déjà, on voit les effets des sanctions sur la population, sur le marché intérieur et tout ça. Donc la population va souffrir, c'est sûr et certain. D'abord à cause des sanctions, mais par la suite aussi à cause de la configuration politique et géopolitique actuelle et ses conséquences sur le pays. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas espérer un effet d'engrenage, lui qui maintenant s'associe aux autres militaires qui ont le pouvoir dans les autres pays, qui eux, pour le coup, essayent de travailler à peu près sérieusement? Est-ce qu'il va pas y avoir un effet qui va l'obliger à suivre une certaine ligne de conduite? Ah, ça, c'est sûr et certain, parce que même s'il a fait un coup d'État pour des raisons personnelles, il n'en demeure pas moins que la configuration régionale, la réalité du terrain sur le plan politique et géopolitique, tant sur le plan intérieur que régional, sous-régional en tout cas, va le pousser à se positionner d'une certaine manière. De toute façon, regardez ce qui s'est passé, parce qu'il y a un pays dont on ne parle pas beaucoup, c'est la Guinée. Il y a eu un coup d'État là-bas. Vous voyez comment Doumbouya essaie de manœuvrer, c'est un jeu d'équilibriste. Et même quand on parle aujourd'hui du sentiment anti-français, mais on oublie de dire qu'au Burkina Faso, la France a continué à verser de l'aide à ce pays-là jusqu'à tout récemment. Tout à fait. Ça veut dire que ce sont des questions qu'il ne faut pas aborder de manière très simpliste. Il y a trop de forces en présence qui peuvent faire que la situation bascule d'un côté comme de l'autre. Voyez-vous? Et donc, de mon point de vue, le général Tchani sera obligé de toute façon de s'adapter en fait à l'environnement sous-régional
dans lequel son pays se trouve aujourd'hui et au regard surtout de la situation, du regard que les Africains et les Nigériens, une partie des Nigériens portent sur son pouvoir. Parce qu'il faut quand même dire qu'il n'est pas soutenu par tous les Nigériens, il est soutenu par une partie des Nigériens. Prétendre le contraire serait faire de la On peut démagogie. quand même dire aujourd'hui que c'est la majorité, vu On n'en sait rien, pour vous dire la vérité, on n'en sait rien. mais ils ont Vous savez, réuni vous 30 000 savez, personnes non, mais 30 000 personnes, le au Niger, c'est combien stade. d'habitants? Mais le Niger, c'est combien d'habitants? Oui, mais c'est une démonstration de force quand même. Oui, Après, mais si après, on- après on peut se dire que toutes ces personnes ne sont peut-être pas sorties pour le général Tiani, certaines sont sorties pour dire exactement. non à la CEDEAO, Bah, en d'autres fait, non à la c'est ça qu'il France. faut, C'est un en fait, ralliement, en fait. c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, euh, tu- on a fait une émission ensemble et j'expliquais dans le cas du Mali, je disais, il faut faire très attention. Les gens, au tout début, ont soutenu les putschistes maliens, pas parce qu'ils les aimaient nécessairement, c'est parce qu'ils s'opposaient aux politiques de la France. Donc, il faut faire très attention quand on analyse la position la posture de certaines populations dans nos pays. Ce n'est pas une affaire de Tchani, ce n'est pas une affaire simplement du pouvoir en place ou de Bazoum. Il y a aussi le regard que la population, une partie de la population nigérienne et africaine a à l'égard de la CEDEAO, mais aussi des gens qui se cachent derrière la CEDEAO. On parle de la France ici, mais aussi des États-Unis. Donc, les gens se mobilisent aujourd'hui non pas parce qu'ils aiment nécessairement Tchani, mais parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas accepter que leur pays soit envahi par les forces de la CEDEAO, une CEDEAO dans laquelle on trouve des pays qui ont fait des coups d'État constitutionnels chez eux sans que cela ne puisse causer quoi que ce soit, aucune réaction. Je pense ici à la Côte d'Ivoire, où le président Ouattara avait modifié la constitution pour des raisons que nous savons. La CEDEAO n'a rien fait. Donc, le problème de la CEDEAO, c'est que c'est une organisation aujourd'hui qui n'est plus crédible aux yeux des millions d'Africains, y compris des Nigériens. Et Pourquoi donc, quand cette les réaction donc de la CEDEAO avec autant de véhémence contre le Niger? Il y a eu des putschs avant, ils n'ont rien dit. Pourquoi ce putsch en particulier? même là aussi, encore, je vais essayer de nuancer vos propos. Quand on parle, il y a combien de pays au sein de la CEDEAO? 15. Combien ont réagi? Une dizaine quand même. Ce sont les mêmes, la Alors, plupart du temps. quand on dit qu'ils ont réagi, ça dit qu'ils se sont prononcés, hein. Pas forcément Pas qu'ils sont ouvertement, non, qui ouverts. se sont prononcés pour une Ah intervention. non, pour une intervention, non. Par contre, pour une intervention, ils sont peut-être. Alors, les principaux, il y en a quatre ou cinq. Sur Je combien de compte pays? la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Nigeria. Euh, ce sont eux les quatre leaders Et le Sénégal. Oui, le Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, Bénin. Quatre. D'accord. Donc, Donc, là, tu te rends compte qu'on ne parle ouais, pas de la CEDEAO, on parle de certains pays de la CEDEAO. tout à fait. Donc, Un tu pays comprends comme le pourquoi. Ghana qui est très influent ne s'est pas prononcé. Exactement. Je comprends pourquoi, quand je t'ai parlé de la population, je dis qu'il faut faire très attention quand on analyse la position de la population. On parle d'un groupe de gens, une partie de la population. C'est pareil pour les États. Tous les États ne sont pas d'accord avec cette histoire-là. Mais il y a des États au sein de la CEDEAO qui savent, qui comprennent très bien que l'organisation est plus crédible aux yeux d'une bonne partie de la population africaine, en tout cas de la population ouest-africaine. Comment pouvez-vous faire la leçon au Niger quand il y a eu un coup d'État constitutionnel des civils, pas des militaires, mais des civils, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des coups d'État de civils aussi, il y a des coups d'État constitutionnels des civils qui ne sont pas remis en question. C'est ça le problème. Alors, la réaction Mais d'une part de certains. est-ce que cette réaction ne découle pas aussi de la position du Nigeria qui est le boss de la. Est-ce que c'est Oui, pas la position du Nigeria qui a donné un peu envie c'est aux pour ça autres que c'est pour ça de qu'il faut réagir? c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle de la position de la CEDEAO. C'est la position du Nigeria et d'un petit groupe là, d'un petit groupe là, des gens qui veulent en finir parce que quand vous regardez en fait ces pays-là, vous vous rendez compte que ces pays-là sont soit très liés à la France, aux États-Unis, des puissances qui ont des intérêts importants au Niger. Ça, c'est une autre réalité dont on ne parle pas. Alors que la réaction véhémente du Nigeria peut se comprendre d'une certaine manière. Mais moi, quand je regarde le président nigérien qui est très proche de certains intérêts américains, je vois quelqu'un qui ne comprend rien à la réalité géopolitique régionale. On veut sanctionner, certes, mais les conséquences, est-ce qu'on a pensé à ça? Parce que moi, je crois que si euh, cette intervention-là militaire, si elle a lieu, elle pourra conduire à des situations insoupçonnés dans la sous-région, y compris des coups d'État dans les pays qui vont intervenir, qui vont essayer d'intervenir au Niger. C'est ce que je crois. Parce que d'abord, il y a les opinions publiques qui sont contre une intervention au Niger, les opinions publiques, y compris des pays qui se positionnent, qui se positionnent pour une intervention. Je pense ici au Nigeria déjà, parce qu'il y a des sénateurs qui ont réagi. Je pense à la Côte d'Ivoire et même au Sénégal.
où le président Macky Sall est confronté quand même à une opposition sérieuse au niveau intérieur et à une partie de la population qui ne veut pas de son pouvoir. Donc, une intervention sera un problème de trop pour les opinions publiques ouest-africaines. Et donc, les chefs d'État doivent prendre conscience de cela. Moi, je pense aujourd'hui que la CEDEAO et particulièrement les pays va en guerre sont prisonniers des propos qu'ils ont tenus au tout début de la crise. Sur le plan diplomatique, on ne peut pas directement affirmer qu'on va intervenir en cas de non-respect du retour à l'ordre constitutionnel. C'est une erreur. On ne fait pas ça sur le plan diplomatique. Maintenant, ils sont prisonniers des propos qu'ils ont tenus. Et quand vous voyez l'intervention des États-Unis, vous comprenez à ce moment-là que cette intervention-là, cette fameuse intervention à venir n'aura peut-être pas lieu. Et si elle a lieu, les résultats, les conséquences seront beaucoup plus dévastatrices pour toute la sous-région. Et ce sont les Américains qui le disent. Ils ont dit, nous sommes pour un retour à l'ordre constitutionnel, mais par les négociations, par la voie diplomatique. Et quand les États-Unis affirment ou le disent, ben, les autres vont s'aligner. Et depuis qu'on a appris que Mme Nuland, la deuxième responsable de la diplomatie américaine, deuxième responsable de la diplomatie américaine, c'est elle qui s'est rendue là-bas, pas l'ambassadeur des États-Unis sur place. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de ce qui vient de se passer. Ce n'est pas l'ambassadeur des États-Unis qui est allé voir les putschistes. C'est la deuxième responsable de la diplomatie américaine. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la question régionale, sous-régionale, il y a aussi la question des ingérences étrangères dans celle des Russes que les Américains anticipent et on regarde cela, ils préfèrent se positionner et éviter surtout d'énerver la gente en place et analyser les propos de Mme Donald, vous allez comprendre que c'est très sérieux ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Niger. Justement, comment expliquer le silence du Niger et l'empressement de Paris à se prononcer, à condamner et même à se positionner comme un soutien pour la solution militaire? Vous savez, si tu permets, Philippe, il y a, à l'époque, je travaillais sur mon livre, je n'avais pas encore fini l'écriture de mon livre sur la Libye. Et j'avais une longue discussion avec un ambassadeur, un ancien ambassadeur français, Christian Graeff, paix à son âme, il est décédé, je crois, il y a 2 ans. Il était ambassadeur en Libye, je crois, au Liban, en Iran, en tout cas dans les pays arabo-musulmans très importants, dans les années 80. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu des grands événements de l'époque. Et il m'avait dit une chose, il m'a dit, écoutez, Monsieur Beko, la France n'a plus de diplomate. Je n'avais pas compris le sens de ses propos. Mais au regard de ce que j'ai pu observer en Syrie, par la suite au Mali, dans le Sahel, j'ai compris en fait ce qu'il voulait dire à l'époque. Les Français n'ont plus de diplomates. Et ces gens ont un rapport au continent qui est toujours un rapport de condescendance. C'est tout le problème. Analysez les propos des diplomates français à ceux des diplomates américains. Vous allez voir toute la différence. Les Français se sont positionnés de manière agressive, Tout alors à que fait. les Américains, qui sont présents de manière extrêmement importante, On le euh, rappelle pas assez, mais il y a on le rappelle pas. plus de 1000 Exactement. soldats américains au 1000, c'est Niger. pas rien. C'est C'est pas beaucoup. rien. On est d'accord. C'est le poste avancé dans l'African Commandment, le commandement militaire américain Ouais. en Afrique, qui est dont la base, le siège se trouve à Stuttgart en Allemagne, mais la base militaire américaine au Niger, c'est l'un des postes avancés. C'est extrêmement important. 1000 militaires, y compris les éléments des forces spéciales, c'est extrêmement important. Mais les Américains ont fait profil bas, alors que les Français ont fait du bruit. Et il faut que les Français se posent une question aussi. Pourquoi, dans un pays où il y a eu un coup d'État, dans un pays dans lequel on trouve des Français, des Américains et d'autres forces en présence, c'est seulement les troupes françaises qui sont attaquées. C'est seulement la France qui est attaquée. C'est une question que je me suis posée. Pourquoi, depuis le temps même, depuis pas mal d'années, partout en Afrique, Exactement. il n'y a que les drapeaux français qui sont Exactement. brûlés? Les Anglais ont fait la Exactement. colonisation, Oui, mais parce pourquoi il n'y que, a que les Français qui sont aujourd'hui sur la sellette? parce que l'approche française en matière de politique étrangère et surtout à l'égard de l'Afrique a toujours été une approche condescendante et paternaliste. Et les Africains ne supportent plus ça, surtout la jeune génération. C'est ça le problème de fond. Ce n'est pas une affaire de Wagner ou, je ne sais pas, des Russes qui Oui, seraient on là. essaye de mettre ça sur la Russie, oui. Oui, mais c'est parce qu'il y a une pauvreté intellectuelle en manière de réflexion stratégique au niveau du continent, au niveau de la France aujourd'hui sur cette question-là. Alors, pour camoufler tout ça, on préfère pointer du doigt les Russes, les Asiatiques, les Chinois, je ne sais qui. Non, il y a d'abord une attitude, une approche française de la question africaine aujourd'hui qui pose problème et qui permet de comprendre en grande partie la réaction, le comportement d'une partie des opinions publiques africaines à l'égard de l'Hexagone. Et ça, mais on a l'impression, ce qu'on dit là, c'est tellement évident, ils devraient le comprendre. Non, il faut faire attention à l'idéologie. Quand les gens sont guidés par l'idéologie et la condescendance, ils ne comprennent plus rien.
On a fait une émission ensemble, je t'expliquais justement ça sur la question ukrainienne. Quand des gens viennent, au lieu de comprendre, si je veux te comprendre, Philippe, si tu veux comprendre un adversaire, tu dois te mettre dans sa tête et voir, essayer de comprendre comment lui voit le monde. Tout à fait. Tu ne peux pas rester chez toi, l'analyser en fonction de tes propres préjugés et penser que tu pourras le battre sur le terrain militaire ou même sur le terrain idéologique. Le problème aujourd'hui de beaucoup des pays occidentaux et surtout de la France, c'est de regarder les gens avec une dose de condescendance teintée de beaucoup de préjugés. Ce qui fait que ces gens-là n'ont plus un contact oreille, ils n'ont plus de contact avec la réalité. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors, ils viennent là, ils font du bruit. Regardez la position des autorités françaises sur la question du Niger. Elle est extraordinairement incroyable. Moi, j'ai été étonné de voir la ministre des Affaires étrangères dire que nous sommes derrière la CEDEAO. Pas derrière la CEDEAO, derrière les pays qui veulent aller faire la guerre au Niger. Oui. C'est ça, en fait, que les gens, c'est que les Africains ont compris. Et ils sont incapables par la suite de comprendre qu'une partie de l'opinion publique nigérienne et même africaine réagissent mal à l'égard des intérêts français. En plus, c'est ce que je me suis dit, mais en fait, ça, c'est juste le type d'attitude qui font que ce qu'ils appellent le sentiment anti-français est juste développé. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce conflit va passer. Et Exactement. peu importe qui va être le vainqueur, on retiendra juste une chose. La France était pour une intervention militaire. C'est-à-dire, Mais oui, mais même si elle n'a pas lieu, on retiendra que Paris oui, était pour une intervention militaire. mais je te dis, Philippe, il n'y a plus de diplomate digne de ce nom en France. Il suffit d'analyser la politique française, la politique étrangère de la France un peu partout, y compris en Ukraine, en Syrie, un peu partout. On a vu Laurent Fabius, à l'époque de la Syrie, se vanter de soutenir les djihadistes. Voyez-vous? Des choses qu'on ne dit pas, parce qu'il y a une certaine condescendance, mais ça, c'est une mentalité française, hein, qui ne me surprend pas du tout, mais qui permet aujourd'hui de comprendre la réaction d'une partie de l'opinion publique africaine à l'égard de l'Hexagone. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit aux gens que le meilleur allié objectif des mouvements panafricains ou même des mouvements qui rejettent aujourd'hui toute présence française en Afrique, les meilleurs alliés objectifs de ces gens-là, de ces compatriotes africains-là, ce sont les autorités françaises. Ce ne sont pas les Russes ou les Chinois ou quoi que ce soit. C'est le comportement des autorités françaises, à commencer par Emmanuel Macron, qui permet de comprendre aussi la réaction des populations africaines à l'égard des intérêts français en Afrique. Oui, parce que là, de tous les présidents, j'ai l'impression quand même que le président Macron est celui qui est peut-être le plus, je sais pas comment je vais dire ça, mais le plus détesté, parce que et pourtant, dans le même temps, c'est celui qui a essayé quand même, par Oui, moment, de tendre la main au continent, oui, mais d'apporter des avancées sur des sujets. C'est lui qui a ramené sur la table la possibilité de sortir du franc CFA. C'est lui qui a ramené sur la table le sujet sur comment j'appelle ça là, les œuvres d'art qu'il fallait restituer aux Africains. Enfin, sous sa présidence, il a essayé d'aller chercher. Il a augmenté le montant de l'aide allouée aux pays africains. Il a essayé quand même de faire des choses, mais en mais parallèle, c'est paradoxal, c'est justement. Mais paradoxal. parce que vous savez, les gens, nous sommes à une époque où les gens préfèrent crever de faim que de se voir piétiner. Vous comprenez? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une question de dignité là-dedans que Macron a du mal à comprendre. Et ça, vous allez constater que Macron se comporte de la même manière à l'égard même des Français, du prolétariat français. On ne fait pas attention à ça, mais Macron est même beaucoup détesté pour une bonne partie du petit peuple français parce qu'il a un rapport au pouvoir qui fait qu'il a une façon, il a une tendance fâcheuse de regarder les autres du haut de son pouvoir, de son pédestal. Et les Africains ne peuvent pas supporter ça parce qu'il y a déjà un passif en termes de, voilà, il y a un passif dans les relations franco-africaines. Et quand vous voyez un jeune dirigeant qui arrive, et le problème de Macron, c'est parce qu'il est aussi décomplexé. Hein, Macron est pratiquement il est de notre génération. Donc, Oui. quand il arrive, il parle aux Africains avec une certaine condescendance, partant du principe que je ne suis pas de la génération de ses aînés, de ses parents. Mais il ne comprend pas que son comportement n'est pas très différent du comportement de ses parents. À la seule différence que ses parents savaient comment vendre le produit. Chirac savait comment parler aux Africains. Tout à fait. C'est parce que c'est pas pour exemple qu'on l'appelait Chirac l'Africain. Je ne dis Ouais. pas que Chirac est une bonne personne, mais il savait comment parler aux Africains. Quand il disait qu'il faut que le peuple français comprenne que l'argent qu'on utilise, qu'il a dans ses poches, c'est l'argent qui vient de l'Afrique, quand il essaie de résumer un peu ses propos, vous savez, il y a une vidéo qui circule où il le dit, c'est parce que ce sont des gens qui avaient un rapport à la réalité qui était très clair. Alors que des gens comme Macron, ce sont des idéologues. Macron est un banquier qui fait de la politique. Ce sont des gens qui sont froids, cyniques, et il y a aussi une bonne dose d'ignorance là-dedans.
Et quand vous ajoutez à tout ça la condescendance, en tout cas, ben, ça donne ce que ça donne. C'est très paradoxal parce que tout ce que tu as dit sur Macron est très vrai. En même temps, il est celui qui est très rejeté. Il y a un autre détail que d'ailleurs j'expliquais un jour à un ami français qui est dans les cercles de pouvoir. Je lui disais, mais vous ne comprenez pas que la plupart des gens qui s'opposent à vous aujourd'hui sont des gens qui sont nés en France ou qui ont grandi en France. En fait, qui ont un rapport à la Russie qui est pratiquement inexistante en Bien réalité. sûr, bien sûr. Donc, il faut comprendre, essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui une Un pays, partie. comment un euh, pays dans lequel il y a autant de ben, racisme vis-à-vis des Noirs, parce qu'il faut le rappeler, et les gens, les Africains sont conscients que la Russie est un pays dans lequel il y a ben, beaucoup de racisme exactement, mais ils ne anti-noir. voient pas ça. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui doit être faite au niveau de l'intelligence des élites françaises sur cette question-là. Au lieu de se limiter à dire que c'est la Russie, c'est ceci, c'est Wagner, c'est devenu tellement caricatural et stupide qu'on se dit, mais ces gens ont-ils un cerveau en place? Moi, à chaque fois que j'écoute les médias français, vous allez m'excuser que j'écoute même les autorités françaises, parfois je me dis, mais est-ce que ces gens réfléchissent? Est-ce que les services de ces pays, les services de renseignement font un travail de fond pour comprendre ce qui se passe vraiment? Au lieu de simplement sauter au plafond et de dire c'est les Russes, commencez par vous poser la question de savoir pourquoi dans un pays comme le Niger, où les Américains sont présents, où les Français sont présents, où il y a d'autres Français sont présents, là, il n'y a que vous qu'on attaque. Personne n'a attaqué les États-Unis. Et pourtant, ils ont une base importante là-bas. qui était La, la plus importante d'ailleurs la avant plus que les troupes importante. du Mali ne viennent, parce que c'est l'arrivée Exactement. des troupes du Mali qui a fait que les effectifs Exactement. soient plus importants. Mais au départ, c'était les États-Unis les plus Et, importants. et, et, Et un depuis, autre, et depuis des années, ils sont là. exactement. Et un autre détail d'ailleurs aujourd'hui par rapport à ce coup d'État qui confirme ce que j'ai dit, je t'ai dit dans l'interview qu'on a faite sur la France-Afrique. Les Français, personne n'a vu venir le coup d'État. Oui, oui, ouais, j'ai parlé de ça. Oui. Je Ça, c'est l'ai dit. incroyable quand même. C'est Mais, incroyable. mais quand je vous dis que la C'est France-Afrique est dans une incroyable. situation de mort cérébrale, c'est ça. À l'époque de Focard, vous n'allez Ouais, pas faire un c'était coup d'État impossible. comme ça sans que C'était les gens impossible. soient au courant. Impossible. C'est parce que les Français sont tout simplement déconnectés de la réalité, les autorités françaises. Et au lieu de je le répète encore, au lieu de se contenter de pointer du doigt les fameuses milices russes ou les Wagner de ce monde, ils doivent faire une introspection personnelle, les autorités, les Français. Ils sont obligés de le faire parce que s'ils ne le font pas, les Africains, la jeunesse africaine va pousser la France à faire ce travail-là, que le veuille ou pas. Et aujourd'hui, la question nigérienne, de mon point de vue, elle est révélatrice d'un mal profond aujourd'hui. Non seulement on voit, parce que c'est très important de comprendre que les gens soutiennent les putschs, alors que par le passé, les gens étaient contre les putschs. Je ne sais pas Tout si à fait. vous le réalisez. Bien sûr. Sur le même continent, quand il y avait des putschs, les gens disaient non. Aujourd'hui, on renverse un président démocratiquement élu, les gens disent OK, il n'y a pas de souci. Certains le soutiennent même. Mais on ne les soutient pas parce qu'on les aime. On les soutient parce que on présume que ceux qui sont en face veulent du mal au continent africain, c'est-à-dire les puissances occidentales qui sont cachées derrière la CEDEAO et même Bazoum. Et un autre élément, moi, qui m'a beaucoup frappé, M. Bazoum, le président Bazoum, il écrit un article au Washington Post, c'est bien, mais il ne s'est pas adressé à la population À nigérienne. aucun moment. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? J'ai Il fait une vidéo s'adresse à là-dessus. l'étranger. J'ai fait Il une vidéo s'adresse là-dessus. à l'étranger au Oui, lieu de et s'adresser à il sa ne parle pas population. à son peuple. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion incroyable qui, moi, aujourd'hui, me pousse à me poser des questions sur la nécessité ou l'utilité des élections sur le continent africain. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a été élu démocratiquement, qu'on le veuille ou pas. Et aujourd'hui, ma crainte, c'est quoi? C'est que, oui, il y a un coup d'État, on renverse un président, mais on fait quoi par la suite? Je regarde ce qui se passe au Mali, c'est pas fameux. Je regarde ce qui se passe au Burkina, c'est pas fameux. Mais Bon, les deux pays. est-ce que c'était mieux avant? Mais le problème n'est pas de dire que c'était mieux avant, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait après. Parce que l'avant, on connaît. Mais l'après, Parce on que, ne mais connaît pas. quand ils n'étaient pas fameux, mais on peut te dire ils ont entamé des réformes. Ils sont en train le Mali vient de terminer, je crois, un projet de constitution. Ils sont en train de rétablir les bases pour aller vers une Mais vous élection, allez, mais mais ce projet de pas une constitution, élection biaisée. mais ce projet de constitution a été aussi a été rejeté par une partie des Maliens. C'est pour ça que, parce que moi, je vois beaucoup plus loin que simplement tout ce qu'on observe actuellement. Il faut une capacité de projection. Ce qui nous attend, moi, aujourd'hui, quand je regarde la situation au Mali, le Burkina, je vois des gens qui sont déterminés, qui veulent voir la situation changer dans leur pays. Ça, c'est une évidence. Mais entre la volonté de voir un changement et la matérialisation de ces ambitions,
c'est vraiment deux choses complètement différentes. Il y a quand même, il y a toute une frontière à franchir. Et c'est à ce niveau que j'essaie d'observer un peu, d'essayer de voir comment est-ce que les choses peuvent s'articuler dans ces pays-là pour pouvoir redonner du sourire aux populations de ces pays-là. Parce que, au-delà des ingérences étrangères, il y a des problèmes internes que ces pays doivent résoudre. Tout à fait. Et c'est un sujet. Moi, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait un débat de fond sur les problèmes auxquels nos pays sont confrontés sur le plan intérieur, qu'on le veuille ou pas. Parce que ce sont nos problèmes intérieurs qui donnent des velléités aux gens pour venir s'ingérer dans nos affaires intérieures. Mais comment on fait pour les gérer aujourd'hui? Parce qu'on va parler de coup d'État. Le coup d'État est consommé de mon point de vue. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est de ça dont je veux que c'est là de ce que je veux qu'on termine cette interview. Jeudi est annoncé euh, une réunion de la CEDEAO. Déjà, pour terminer, on va sortir peut-être sur cette actualité-là, parce que du coup, je pense qu'on va faire une série d'émissions pour Mm. suivre l'évolution de cette situation. La CEDEAO a bien évidemment pris sa position en donnant un ultimatum Mm. qui est expiré. Euh, et donc aujourd'hui, si elle veut être cohérente, elle devrait passer à la phase militaire. Il y a eu des réunions de généraux, je ne sais pas si ça a vraiment servi à quelque chose, mais en tout cas, on nous miroite une Oui. réunion stratégique des généraux qui se sont retrouvés, qui ont déterminé une stratégie pour aller libérer le président Bazoum. Est-ce que toi, tu y crois encore à l'intervention militaire aujourd'hui? On ne sait jamais, hein, on ne peut rien exclure. Le problème, c'est que s'il y a intervention, comment est-ce qu'ils vont gérer la suite de la situation? Parce C'est ça. qu'une intervention au Niger va provoquer une implication des pays voisins comme le Mali et le Burkina, bon, qui, de mon point de vue, ne vont pas intervenir de manière conséquente parce qu'ils sont confrontés à des problèmes sérieux sur le plan sécuritaire chez eux. Oui, Donc, je ne pense pas que ces pays aient les moyens d'intervenir de manière conséquente au Niger. Je ne pense pas. Le Nigeria est confronté à des problèmes sécuritaires chez lui. qu'il ne parvient pas à endiguer Il ne depuis des parvient pas à années. endiguer depuis. Vous faites ça comment? Bon, si le Nigeria intervient, les populations frontalières entre le Nigeria et le Niger se retrouvent des deux côtés de la frontière. Ce sont des frères, des Oui, populations ça, frères. oui. Oui. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura intervention? Comment est-ce que ces populations vont réagir? C'est pour ça que je dis, une intervention peut poser des problèmes pour les pays intervenants dans la mesure où ces pays sont confrontés non seulement à des problèmes sur le plan interne, mais une intervention peut aussi donner des idées à des putschistes en herbe tapis dans l'ombre dans ces Oui, pays. tout Il à ne fait. faut pas exclure ça. Parce que quand la situation va dégénérer, il Mais y est-ce que aura c'est des pas gens pour ça derrière. d'ailleurs qu'ils veulent marquer le coup, pour dissuader toute autre tentative de putsch en se disant s'il y a un autre putsch, la CEDEAO va venir vous déloger. Mais la CEDEAO va faire ça comment? Si les États-Unis n'apportent pas leur aide ou la France, ils vont faire ça comment? Et puis, bon, attends, ok, supposons qu'il y ait intervention. Comment vous faites pour aller sortir le président Bazoum du trou dans lequel on l'a foutu? Dans une base, ouais. Si on l'exécute, Ouais. qui On va. sera responsable de son exécution? Est-ce qu'on a pensé à ça? Mais est-ce que c'est pas c'est le risque à prendre? Parce que du coup, Mais si on s'il est prend le risque, exécuté, si on- c'est si- son successeur dans la Constitution. mais le risque de guerre civile aussi est très élevé Tout à fait. parce que l'armée va être divisée. Et Et déjà, si c'est ce que je me l'armée suis est divisée, demandé. Même si on parvenait supposons même que miraculeusement on parvienne à le récupérer, il va diriger le pays avec quelle armée? exactement. Est-ce que c'est la CEDEAO qui va diriger le pays avec lui? Il Mais va avoir quelle les, armée les dans son pays? pays de la CEDEAO ont eux-mêmes un problème. La plupart de ces pays ont des problèmes chez eux. Sur le plan opérationnel, je ne vois pas la CEDEAO intervenir de manière conséquente pour sortir le président Bazoum de son trou. Je ne crois pas du tout. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le risque de guerre civile dans ce pays-là. Mieux, un risque de déstabilisation régionale. Parce que une intervention, si le Mali réagit, le Burkina réagit auprès du Niger, il y a un détail auquel peu de gens pensent. La réaction des mouvements djihadistes qui se tapent entre eux déjà dans ces pays-là. Qu'est-ce qui va se passer avec les mouvements djihadistes? Parce qu'au moment où vous allez concentrer vos efforts sur le Niger, les mouvements djihadistes vont dire, ben voilà, Forcément, il y a un voilà, boulevard. il y a un boulevard, il faut foncer. Mais vous faites ça comment en fait? Parce que les mouvements djihadistes qui sont dans ce coin-là sont de plusieurs types. Ils combattent le régime en place tout en se faisant la guerre entre eux. C'est le cas de Al-Qaïda au Maghreb islamique et de ce l'autre mouvement qui représente l'État islamique. Ils se tapent dessus depuis longtemps. Mais au nom, au nom si aujourd'hui on se concentre sur le Niger, ces mouvements sont capables de se mettre ensemble
temporairement pour faire la guerre aux autorités, aux forces de sécurité en place qui seraient en face. Mais comment ces forces de sécurité pourront combattre sur plusieurs fronts, sur le front nigérien et sur le front intérieur au Mali ou au Burkina? Ce ne sera pas possible. Et donc, nous allons assister à un embrasement généralisé avec des conséquences insoupçonnées pour toute la sous-région. Parce que le mouvement va contaminer les autres pays de la région qui sont très stables. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit précédemment, vous aurez constaté que la plupart des pays de la CEDEAO n'ont pas réagi en réalité. C'est les quatre va-t-en-guerre de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Nigeria et puis du Sénégal. C'est eux qui font beaucoup plus de bruit. Mais les 10 autres États sont restés très calmes et très distants. Le Togo ne veut pas entendre parler d'intervention. Le Togo parle de diplomatie. Même le Tchad. Mais personne ne veut aller dans cette histoire-là parce que ça risque de barder. Bon, le Nigeria avec les Nigériens et le Tchad parfois collaborent en tout cas sur le plan sécuritaire pour combattre les djihadistes. Comment ils vont faire pour gérer la question du Niger? Vous risquez d'avoir des coups d'État dans la plupart de ces pays qui veulent intervenir au Niger. C'est ça qui risque de se passer. Parce que dans ces armées, vous avez aussi des jeunes officiers qui sont en accord avec leurs Bien sûr. vis-à-vis maliens, burkinabés, et même bon, au Niger, je suis un peu réticent parce que le général Tchani n'est pas de la même génération que le capitaine Traoré ou le colonel Goïta. C'est pas la même génération. C'est pas la même chose en réalité. Mais en cas d'intervention, nous aurons un embrasement généralisé. Et je pense que les Américains en sont conscients. Pour les Français, je crois, il faut tout faire pour préserver les intérêts de la France sur place. C'est tout. Ils n'ont pas une vision à long terme, à moyen et à long terme de la réalité, de ce qui pourrait se passer sur le terrain sahélien. Ils l'ont fait d'ailleurs. C'est à cause de l'intervention en Libye qu'on a tout ça. Il ne faut pas oublier que l'intervention en Libye a causé tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait en Libye? Parce Oui. qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle Non. souvent d'intervention. Mais on oublie une chose. On a sous-traité une partie de l'intervention de l'OTAN en Libye au Qatar. Les Qataris ont formé les forces qui se sont battues contre l'armée libyenne à l'époque en 2011, les forces spéciales qataries. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont injecté plus de, c'était quoi, 20 000 tonnes, je crois, d'armes. Vous vous rendez compte, là? Qu'ils ont injecté, qu'on parachuté dans le désert, parce que les forces spéciales françaises avaient parachuté dans le désert en Libye, là, pendant la guerre. Et à part ça, on a soutenu des mouvements djihadistes. Parce que Abdelhakim Belhadj, qui était avec le général Touga, le chef d'état-major particulier du président Sarkozy, a été soutenu par l'OTAN. Mais qui est ce type-là? C'est un gars qui s'est retrouvé, qui a travaillé pour Al-Qaïda, que Kadhafi avait arrêté, que le fils Saïf al-Islam a fait libérer dans le cadre de la politique de réconciliation en Libye. Et ces gens-là ont emmené leurs copains djihadistes sur place. On sait aussi que la CIA avait emmené des cargaisons de djihadistes en Libye qu'on allait ramasser à Mazar-e-Sharif. Donc, on a dans cette région-là une constellation de groupes et des mouvements djihadistes qui vont profiter d'une intervention au Niger. Donc, il faut faire très attention quand on parle d'intervention. Et j'ai comme l'impression que les dirigeants de la CDA, en tout cas les quatre va-t-en-guerre là, ne semblent pas comprendre dans quoi on est. Ils sont déterminés à sauver leur ami Bazoum, qu'ils ne prennent pas conscience de ce qui pourrait advenir en cas d'intervention au Niger. Je Parce pense que que le nul ne sera Mali, épargné. une personne, parce que le Mali va être totalement déstabilisé. Si les Maliens essaient d'intervenir, de soutenir le Niger, il y aura un boulevard laissé aux groupes djihadistes qui vont en profiter pour continuer à taper sur les forces de l'ordre. Ça sera pareil pour le Burkina Faso. Ces deux pays ont déjà des gros problèmes dans la gestion des mouvements djihadistes chez eux, des mouvements intégrés chez eux. Mais si la guerre débute, mais les mouvements djihadistes de ces pays-là vont se déployer de manière conséquente pour essayer de déstabiliser et faire des gains, sachant que le pouvoir politique ou militaire aura le regard braqué sur le Niger. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie est extrêmement réticente. Ils ont très bien dit une intervention au Niger sera une atteinte à leur propre sécurité. Ils l'ont dit très clairement. Pourquoi? Parce qu'ils Mais savent, ça n'implique pas qu'ils vont intervenir militairement. ils ne vont pas, ah, mais ils n'auront pas le choix de prendre des positions. Parce que je vous dis que on est concentré sur la force de la CEDEAO, on ne regarde pas tout ce qui se passe autour avec les groupes djihadistes, qui n'attendent que ça en réalité. Ils n'attendent que ça. Et ces gars-là vont se déployer de manière incroyable dans toute la sous-région et ça risque de toucher. Mais écoutez, aujourd'hui, Ouais. ça touche déjà une partie de l'Afrique centrale. Est-ce que vous le savez? Oui, ça arrive au Dans l'est Cameroun. du Congo, là même, là, dans l'est du Congo, là, Ouais.
on commence à voir les traces de l'État islamique. Bon, Ça, vous ça arrive au descendez, Cameroun déjà. ben, Donc, oui, exactement, vous descendez un peu plus bas, à Cabo Delgado, là-bas, là, où les troupes rwandaises sécurisent les champs de Total pour le compte des Français, des intérêts français. Vous avez des groupes là-bas intégristes qui sont rejoints par des groupes djihadistes qui proviennent du nord du Sahel. Donc, il faut quand même faire attention à toute cette histoire-là. Et j'ai comme l'impression que les services de renseignement africains sont des pays va en guerre sont déconnectés de la réalité. Il faut qu'il y ait quelqu'un au niveau de ces pays, au niveau des renseignements, pour dire, ben, écoutez, monsieur le président, ou monsieur le président, faisons quand même attention parce qu'une intervention pourrait avoir des conséquences fâcheuse pour toute la sous-région, y compris le continent africain de manière générale, parce que ça risque de se déployer et on ne pourra pas le contrôler parce que nous n'avons pas de services de sécurité assez outillés pour faire face à ce genre de menaces. C'est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle les Français et les Américains sont là. jeudi, on a la rencontre des présidents de la CEDEAO qui se réunissent suite à l'ultimatum qui n'a rien donné. Qu'est-ce qu'on peut espérer au sortir de cette réunion? Est-ce qu'ils vont ressortir de là avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de modération, ou alors ils vont s'entêter et dire qu'ils veulent aller vers le conflit armé? Je pense que la suite des événements va dépendre de la posture que les États-Unis vont avoir dans cette affaire. Laissons les pays africains La là. position des États-Unis est connue déjà, non? Ils y sont venus, ils ont dit qu'ils Oui, veulent mais discuter. oui, ils veulent discuter, mais ça continue parce que Victoria Hollande a très bien dit que les discussions étaient difficiles avec la junte. Et pour vous montrer que les gens au Niger là ne sont pas prêts à flancher, c'est que Victoria Noland n'a même pas rencontré Tout à le fait, ils ont général refusé. Tchani. Tout à Ils fait. ont dit, tu discutes avec les gars, nos émissaires, et puis ça s'arrête là. Ça veut dire que les gars qui sont au pouvoir au Niger sont très décomplexés, ils sont prêts à tout. Ce sont des militaires. Et là, il faut faire très attention. Les militaires n'ont pas un même rapport à la guerre que les civils. Les pays vont en guerre sont dirigés par des civils. Ceux qui sont au pouvoir au Niger, ce sont des militaires. Et les militaires des pays vont en guerre comprennent bien le langage des militaires qui sont au pouvoir au Niger. Mais malheureusement, bon, ou heureusement, dépendamment de comment on voit les choses, les militaires exécutent les ordres des politiques. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si je dis ça ne marche pas, je ne vois pas la CEDEAO foncer, à moins que la France pousse les VAT en guerre à faire la guerre. Mais ce sera très compliqué, surtout pour le Nigeria, parce que là-bas, ils ont quand même un pays qui fonctionne, et le Parlement, le Sénat en tout cas du Nigeria, a dit non. Oui, mais Et tout de on suite, a déjà vu le mais président aller en guerre contre l'avis du Sénat. On a oui, vu ça en Gambie. mais si le président, bon, on sait Mais qu'il est peut-être que en, Tinubu ne peut pas le faire. Il est très fragilisé aussi. ben, exactement. C'est un risque, en fait, pour les pouvoirs en place dans ces pays-là. Il a qu'à commencer par le Nigeria. C'est un risque pour le président nigérien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO est prise à son propre piège. À partir du moment où on a fait des déclarations, comme on a vu là, on va attaquer, on va déstabiliser, on va imposer l'ordre constitutionnel, on s'est éloigné de ce que devrait être une véritable approche diplomatique. Et on est otage de ce discours. Tu sais, Obama, il me permet la digression, Obama a fait la même chose en Syrie. Quand Obama parlait de la fameuse ligne rouge, qui est Oui, Bachar al-Assad, et puis après, il y a eu cette attaque à l'arme chimique orchestrée par les djihadistes qu'on a rejetée sur Bachar al-Assad, oui. et les États-Unis n'ont pas pu intervenir. La fameuse ligne rouge, Oui, elle c'est était vrai. morte. Oui, c'est vrai. Et la plupart des diplomates, les gens, les observateurs les plus avertis de la question disaient, mais ça, c'est une leçon en matière de diplomatie, qu'il ne faut pas tenir des propos péremptoires de ce type-là. Tu ne peux pas venir comme ça dire, moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, quand vous savez que la configuration dans laquelle vous êtes ne vous permet nécessairement pas d'atteindre vos objectifs ultimes. Donc, il faut faire extrêmement attention. La CEDEAO doit, en tout cas, les dirigeants vont en guerre, j'insiste, parce que la CEDEAO, c'est quand même beaucoup de pays, et la majorité silencieuse, là, ne s'est pas véritablement positionnée. Et donc, les quatre vont en guerre doivent reculer, doivent avoir le courage de dire on va essayer de trouver une solution politique à la crise à laquelle le Niger est confronté. Parce que déjà la CEDEAO, en raison de sa posture passée dans les affaires en Côte d'Ivoire dans un certain nombre de pays, a fait que cette organisation aujourd'hui n'a pas beaucoup de crédibilité au sein des opinions publiques. Et donc, la meilleure approche de mon point de vue, c'est de mettre de côté euh, le, le, la question de l'intervention militaire pour privilégier les discussions avec ce pays-là. Il ne faut pas oublier que la CEDEAO a imposé des sanctions au Niger. C'est la population nigérienne qui en paye le prix d'abord. Et donc tout ça va conduire De la très population à... lourdes sanctions d'ailleurs. Oui, et ça va conduire la population nigérienne à se ranger derrière les putschistes, qu'on le veuille ou pas. Et donc il faut bien réfléchir à l'approche que l'on
l'on pourra avoir. Mais après jeudi, moi, je ne vois rien. Tant et aussi longtemps que les États-Unis auront la position qu'ils ont affichée, il n'y aura rien. Parce que ce sont eux qui sont sur place et qui ont les moyens conséquents pour faire basculer la situation dans un camp comme dans l'autre. Mais à voir ce que j'ai pu quand on voit ce qu'a été la position de Mme Lunan des États-Unis, je peux vous dire qu'en tout cas, du moins pour l'instant, il n'y aura rien. Et fait intéressant, est-ce que les États-Unis ont reconnu, on parlait de coup d'État, C'est pas les mots qui sont utilisés en tout cas. ils n'utilisent pas ces mots-là. Analysez toujours la rhétorique des diplomates pour comprendre ce qui se passe véritablement, comment ces gens approchent la question. Parce que le langage diplomatique cache beaucoup de choses. Il faut analyser ce langage-là. Au-delà des gesticulations qu'on peut observer ici et là, analyser la posture diplomatique des États-Unis et vous allez voir. Du côté français, c'était très belliqueux. On voyait cette incapacité ils n'ont pas été capables de se contenir. Le premier discours de Macron était de dire que nous riposterons si les intérêts français sont touchés, nous riposterons. Écoutez, vous n'êtes pas chez vous. Mais Mais les ça, Américains sont... qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Parce que moi, ça m'a beaucoup intéressé cette phrase. Quand il dit que nous riposterons de manière quasi immédiate, quelque chose comme ça. Mais ils voulaient dire simplement que si vous touchez aux intérêts français, nous allons intervenir. Mais intervenir comment? En faisant Mais, quoi? mais justement, le problème, c'est C'est ça la ça, c'est question. que... C'est est-ce Non, que ce mais sont vous les savez, 1500 hommes qui sont sur place qui allaient faire une action? le réflexe colonial revient de temps en temps. C'est le réflexe colonial qui revient de temps en temps. Et puis après, la réalité vous rattrape et vous restez, vous calmez. C'est ça qui s'est passé. Moi, quand j'ai vu ce communiqué, je dis, mais ces gens sont des fous. Ils viennent de placer leur pays dans une position intenable. Et après, il y a une forme de reculade de la part de la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna. C'est de dire que oui, nous sommes derrière la CEDEAO, mais malgré ça, on voyait bien qu'il y avait un côté belliqueux derrière. Oui. C'était assez subtil, mais on le voyait bien. Mais les Américains ont adopté une posture très attentiste dès le début du coup d'État. Ils ont une posture très attentiste pour dire, ben, observons, et ils ont envoyé, encore une fois, j'insiste, il faut que les Africains comprennent, le fait que les États-Unis aient envoyé la deuxième responsable de la diplomatie américaine veut dire que la question est traitée et elle est prise très au sérieux au plus haut niveau du pouvoir politique américain. Par conséquent, j'ai comme l'impression que le président Mohamed Bazoum va être sacrifié. Parce que les Américains ne négocient pas pour lui. Ils négocient par rapport à la question, la configuration géopolitique mondiale. Et dans le communiqué de Mme Nuland, c'est un élément que beaucoup de gens n'ont pas relevé. Elle dit les autorités, l'agent au pouvoir est conscient des risques encourus en cas de toute association avec la Russie. Oui. Ils sont, Ça déjà veut dire ils sont quoi? passés sur autre chose. Et ça veut dire quoi? C'est que eux, ils ne sont plus dans la logique de... le discours sur le retour de l'ordre constitutionnel fait partie de la rhétorique diplomatique. Ça fait partie de la rhétorique sur le plan diplomatique. Mais la réalité est que pour les Américains aujourd'hui, c'est comment on fait pour s'assurer que le Niger ne va pas basculer dans l'escarcelle de la Russie. C'est ça l'enjeu aujourd'hui pour les Américains. Pour les Français, c'est comment on fait pour sauver les meubles face à une opinion publique qui ne veut pas de nous et face, en fait, à des intérêts français qui sont sur place et qui risquent d'en payer le prix. Pas seulement là, mais sur le plan régional, parce que souvent on a tendance à dire oui, mais l'uranium du Niger, mais il faut savoir que quand les Français se déploient en Afrique de l'Ouest, au-delà de la question sécuritaire, il y a la question de la préservation des intérêts français dans toute la sous-région, pas seulement dans un pays quelconque. C'est ça qu'il faut retenir. Mais pour les Américains, c'est beaucoup plus important. Raison pour laquelle ils se disent aujourd'hui, mieux vaut voir dans quelle mesure on va trouver une voie de sortie qui va permettre aux uns aux autres de se retrouver, de tirer leur épingle du jeu. Et moi, je pense qu'on va sacrifier. Les Américains sont très bons là-dedans. Ils vont sacrifier le président Bazoum de toute façon. Il vivra, verra. Il nous Ouais. reste quelques jours. Je te propose qu'on refasse une autre chronique pour commenter tous ces événements-là très prochainement, dès qu'on a euh, un peu de nouveaux éléments, probablement jeudi d'ailleurs, pour se parler, voir où est-ce qu'on en est et comment tout ça avance. En tout cas, c'est très intéressant d'un point de vue géopolitique. C'est un moment peut-être aussi charnière pour le continent africain. Peut-être que c'est une bascule. Mais je crois, on en a parlé là, quand on a fait l'émission sur l'Ukraine. Je rappelle toujours il ne faut pas avoir une approche simpliste de ces questions-là. Il faut avoir une vision périphérique, pas une vision tunnel. Parce que ce qui est en train de se passer, tout ça, en fait, s'inscrit dans
à chaque fois qu'on l'analyse, il ne faut pas se limiter au niveau régional ou sous-régional ou même continental. Nous sommes obligés d'aborder ces questions avec beaucoup de distance et l'insérer dans le grand jeu des grandes puissances que nous observons. Parce que quand le coup d'État a eu lieu, par exemple, au Niger, la première réaction des Français était de se demander est-ce que les Russes sont derrière. Oui, La première réaction des États-Unis était de voir comment les nouvelles autorités militaires vont se comporter à l'égard de la Russie et de l'Occident. Ça veut dire que ces événements qui se passent au niveau sous-régional ont des répercussions énormes sur le plan international. Dans un monde où l'on assiste à la montée, au retour en puissance de la logique des blocs. Donc, c'est aux Africains de comprendre ça, en fait, de comprendre la subtilité de la géopolitique pour savoir comment se positionner dans ce grand jeu de grande puissance dans lequel l'Afrique semble adopter la posture de celui qui observe. Voilà, tout à au lieu fait. d'être un acteur, en fait. D'ailleurs, j'ai un bon livre ici, là, si tu permets. Vas-y. C'est ce livre-là, euh, Le Grand Jeu. C'est un livre de Christian Grayling. C'est très intéressant parce que, vous voyez, la Russie, les Oui. États-Unis, la Chine. Et il explique un peu par rapport à la question ukrainienne, syrienne et tout, comment les grandes puissances se positionnent. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue, en fait, un élément essentiel de ce dispositif, de ce grand jeu. Et l'impression que j'ai souvent, c'est que les Africains eux-mêmes semblent l'ignorer. Regarde, moi j'ai suivi un peu les débats au niveau, et je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit, mais je suivi le débat au niveau africain sur la question du désert. Et j'étais étonné de voir les Africains passer leur temps à taper sur la France, à dire les Français, les Français, les Français, sans avoir un regard périphérique pour voir, mais quels sont les autres acteurs qui gravitent autour et qui risquent de tirer profit de tout ça. Dans quelle position se trouve le Niger au regard de la réalité, non seulement sur-régionale, continentale, mais aussi géopolitique sur le plan mondial? Ce sont des questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, nous allons subir. Parce que jusqu'à présent, l'Afrique subit. Elle n'est pas encore actrice, elle subit. Mais pour devenir actrice ou acteur, il faut comprendre dans quoi on est, comprendre les enjeux en présence et savoir se positionner en conséquence. Merci beaucoup, Patrick. On se reparle dans quelques jours, quelques heures d'ailleurs, parce que du coup, c'est plus loin. C'est palpitant, d'un point de vue en tout cas d'analyse. Il y a beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup à dire. Et ça permet, je pense, de croiser beaucoup de sujets en même temps. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous et on te retrouve très bientôt. Au plaisir, Philippe. Merci. Alors, tu vas juste te retirer maintenant et je vais faire l'intro pour truc. Merci beaucoup en tout cas, Patrick. De rien, Philippe. Ok.